Bonjour à vous tous, vous qui nous rejoignez ce dimanche matin de bonne heure, plus ou moins, disons, voilà, il est 10 heures, et vous nous rejoignez donc pour cette nouvelle session d'Aix en Seine, et j'ai le plaisir ce matin d'animer un débat, un échange entre Belges. Voilà, avec un titre, bien évidemment, il est question de l'Europe. Entre Belges, on parle d'abord de l'Europe. L'Europe est-elle capable d'un sursaut? Quelle coopération nouvelle peut-on inventer entre les 27 États membres? Quelle solidarité nouvelle pour faire face à une crise sans précédent? Nous allons d'abord entendre Charles Michel, qui est le président du Conseil européen. Il devra nous dire si justement l'Europe est capable de s'affranchir des règles, d'inventer surtout quelque chose de nouveau. Il y a déjà eu un certain nombre de choses depuis le début de la crise de la Covid. Et maintenant, on doit précisément rentrer dans un plan de relance, de reconstruction et d'accélération de l'économie qui est face à une crise sociale et économique de première grandeur. Et puis, pour échanger avec lui, Paul Hermelin, qui est avec moi à mes côtés. Bonjour. Bonjour. Paul Hermelin est président de Capgemini, qui est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d'ingénierie. C'est à la fois un très bon capteur pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'a provoqué aussi la crise de la Covid. Vous êtes présent dans 50 pays, c'est plus de 270 000 collaborateurs. Et précisément, si on voit... Voilà, pardon, il y avait un peu d'interférence dans mon casque. Voilà, et je disais, Capgemini est un capteur excellent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant cette crise. Dieu sait si on a eu besoin du numérique. C'est là construit une part de notre résilience. Et puis, ce qu'on vous demandera, Paul Hermelin, ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui de l'Europe, mais aussi des dirigeants d'une manière générale, en lien avec l'Union européenne. Voilà, je veux vous proposer maintenant d'écouter Charles Michel pendant une dizaine de minutes, et puis on reprend le dialogue ensuite avec Paul Hermelin. Mesdames et messieurs, cher Jean-Hervé Lorenzi, chers amis, d'abord je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer pour cette 20e édition de vos rencontres économiques. Nous n'entendons pas. Ces rencontres prennent cette année une forme virtuelle exceptionnelle. Et c'est du caractère exceptionnel de cette crise du Covid-19 que je veux démarrer ma réflexion et mettre ainsi en perspective l'action que nous tentons de mettre en œuvre sur le plan européen. Le constat, il est simple et en même temps incroyable. Partout dans le monde et indépendamment des orientations politiques, les dirigeants ont pris des mesures extraordinaires de restriction des libertés. Les économies ont été pratiquement mises à l'arrêt. Pourquoi? Pour préserver les vies et la santé des gens. Et comme ancien Premier ministre confronté à des attentats terroristes, je peux vous assurer que mettre entre parenthèses ou suspendre des libertés personnelles fondamentales constitue certainement l'une des décisions les plus lourdes. Et l'impact économique est lourd. Est-ce que les gens l'entendent sur Internet? La Commission européenne prévoit une contraction de 7,5% du produit intérieur brut de l'Union pour cette année. Et nous savons que plusieurs années seront nécessaires pour retrouver le niveau d'avant la crise. Et ça tombe sur nous. C'est bien sûr l'urgence sanitaire, le souci de préserver des vies, de ralentir, de stopper le virus qui a fixé l'agenda politique dès les premiers jours. Et très rapidement, nous avons tous pris la mesure des conséquences graves de la pandémie pour l'économie mondiale. En première ligne, les gouvernements nationaux ont assumé pleinement leurs responsabilités en prenant des mesures exceptionnelles de soutien aux travailleurs et aux entreprises. Et cela a été rendu possible par l'action décisive de l'Union européenne. La Banque centrale, vous le savez, a pris dès le mois de mars des décisions cruciales de soutien en liquidité, à concurrence de plus de 870 milliards d'euros prolongés en juin de 600 milliards supplémentaires. Parallèlement, suite à la première vidéoconférence du Conseil européen, le 10 mars, nous avons décidé le relâchement du cadre sur les aides d'État et suspendu le pacte de stabilité en activant la clause dérogatoire, des mesures encore impensables quelques semaines auparavant, et cela a permis des mesures nationales inédites par leur ampleur et par leur rapidité. À l'échelle des 27, les mesures budgétaires ont atteint près de 520 milliards d'euros, qui représentent près de 4% du PIB européen. Et le soutien en liquidité a atteint plus de 23% du même PIB. Pour la France, par exemple, l'effort budgétaire représente 6%. Des mesures dont le caractère décisif a été résumé par ces quelques mots du président français Emmanuel Macron: tout mettre en œuvre, quoi qu'il en coûte. Si nous avons agi si fort et si vite, c'est parce que nous avons retenu les leçons de la crise financière, notamment sur les effets en chaîne d'une crise et de ses conséquences dramatiques, souvent persistantes pour les acteurs économiques. Ce sont ces effets d'hystérèse bien connus des économistes, et c'est très concret.
des compétences perdues pour ceux qui traversent une longue période de chômage ou des entreprises avec leur savoir-faire qui disparaissent. Si on laisse faire, on risque de gripper la croissance de demain. On a voulu enrayer rapidement cet enchaînement infernal. Ensuite, il est clair que tous les pays européens ne disposent pas de capacités égales pour faire face aux effets économiques de cette crise. Et à défaut d'un effort européen commun, les divergences économiques risquaient de s'approfondir davantage encore, mettant ainsi sous pression les principes de level playing field et aggravant les disparités du marché intérieur. J'étais convaincu, et je suis totalement convaincu, qu'une relance européenne solidaire nécessitant des moyens financiers sans précédent était et est nécessaire, sans jamais perdre de vue la finalité de cet effort, renforcer la convergence et la résilience de notre Union. Car les fragilités économiques ou budgétaires des États membres constituent bien sûr un risque pour eux-mêmes, pour chacun d'entre eux, mais constituent aussi pour l'ensemble dans un marché intérieur intégré un risque profond parce que nous sommes dotés d'une monnaie unique. Il est exact que le système européen de gouvernance économique et budgétaire mis en place au lendemain de la crise des dettes a eu pour objet de renforcer nos économies et nos capacités budgétaires de nos États. Et j'ai pu mesurer tout au long de mon mandat de Premier ministre belge combien la mise en œuvre de réformes structurelles nécessaires pour la prospérité est un parcours du combattant, avec des vents contraires, avec des obstacles. Et les instruments européens qui ont été mis en place dans le passé, couplés aux réformes nationales, nous ont permis, pas de doute, de réagir plus rapidement et plus efficacement. Je retire de cette expérience un enseignement. La croissance seule n'est pas spontanément vertueuse. Les inégalités des chances, les iniquités, les disparités non seulement nourrissent des frustrations légitimes, mais en plus, elles constituent des freins à la prospérité. Dès avant la pandémie, l'Union européenne a posé des jalons pour y remédier, notamment par l'adoption en 2017 d'un socle des droits sociaux qu'à mon avis, nous devrions mettre en œuvre davantage encore. Réduire les inégalités, c'est aussi renforcer la résilience économique. J'ai une autre conviction. Plus que jamais, nous avons besoin de ce double projet de transformation majeur pour l'Europe. La neutralité climat à l'horizon 2050, c'est notre Green Deal, ce pacte vert, et la transition numérique, destinée à placer l'Europe à l'avant-garde de l'exploitation des données, cette ressource naturelle du monde numérique. La transition climatique, je m'arrête un instant dessus, constitue évidemment un défi existentiel pour l'humanité. Ce n'est plus une question de choix, c'est une évidence et même une nécessité. Et cette nécessité absolue, elle n'est pas contraire au développement économique. C'est même, à mon avis, un formidable levier de prospérité si nous posons les bons choix. Il s'agit, d'une manière inédite, c'est vrai, de transformer nos économies sociales de marché dans une approche copernicienne qui vise à protéger les ressources naturelles et à renforcer drastiquement le caractère circulaire de nos économies. Et l'intégration décidée à la fin de l'année dernière des objectifs du développement durable au semestre européen, qui est notre mécanisme de gouvernance économique, relève exactement de la même logique. Ces transformations, elles ont en fait été initiées avant la crise. Et la pandémie a souligné de manière fracassante l'interdépendance des cadres économiques, sociaux et environnementaux. Ce ne sont pas des mondes parallèles, nous devons les appréhender ensemble. C'est le seul chemin pour progresser vers une résilience robuste. Il n'y a pas de doute s'il y aura d'autres chocs. Nous devons être mieux préparés, c'est un devoir pour l'Europe, c'est même un devoir pour l'humanité. La résilience, elle est d'ailleurs au centre de la négociation en cours sur le budget pluriannuel européen et le fonds de relance exceptionnel financé par une émission d'emprunt de l'Union. L'intensité des débats, c'est intéressant d'ailleurs, s'est graduellement déplacée de la question de l'emprunt et du montant total des aides et des prêts vers la question de la destination de ces montants et de la manière dont ils seront dépensés. Il y a une autre leçon fondamentale encore, à mon avis, à tirer de cette crise extraordinaire. Autant la crise financière nous a poussés à mettre au premier plan l'assainissement des finances publiques, qui étaient des fragilités, autant cette crise-ci nous a mis face à l'essentiel, le bien-être personnel et collectif, incarné par une société bienveillante et attentive à l'autre, qui, je le crois, devrait constituer notre nouvel horizon européen. D'ailleurs, peut-être est-il temps
de nous entendre sur de nouvelles mesures plus aptes à refléter les performances d'une société en termes de prospérité et de bien-être. Et cela réveille un débat qui n'est pas neuf pour vous, les économistes, sur la nature de la croissance et le fait qu'elle ne peut pas être réduite à la production de valeur. La réflexion entamée dans le cadre de l'OCDE par Joseph Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi et Martine Durand avec leur rapport dénommé « Au-delà du PIB » est pour moi une source d'inspiration. Et je cite ce rapport. « L'usage d'indicateurs reflétant ce que nous chérissons comme société nous aurait conduit plus probablement à une croissance plus forte que celle que la plupart des pays ont connue depuis 2008. » Enfin, cela m'amène à la dernière dimension de cette question, peut-être la plus importante, la dimension démocratique. Les transitions climatiques et numériques sont un projet positif, fédérateur, extraordinaire. Mais nous ne trouverons pas l'adhésion des citoyens en brandissant comme seule mesure cet indicateur de croissance qui ne reflète pas le progrès ressenti par les gens au quotidien. La qualité de l'environnement, de l'éducation, l'accès aux soins de santé, l'égalité des chances, en un mot, la qualité d'existence, doivent plus que jamais être au cœur de notre ambition. Aller au-delà du PIB, voilà une question, voilà une interpellation, peut-être même existentielle pour l'avenir de nos démocraties libérales. La prochaine conférence sur le futur de l'Europe, qui impliquera, je l'espère, directement les citoyens européens, doit être l'occasion démocratique de mener ce débat en toute transparence, avec vitalité, avec passion. Un débat qui au départ est économique, mais au bout du compte, beaucoup plus large et qui nous projette vers un avenir commun. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des échanges passionnés et fructueux. Paul Hermelin, on vient d'entendre Charles Michel, le président du Conseil européen, nous dire voilà, nous avons, c'est une crise qui nous met face à l'essentiel, dit-il, et l'Europe, dans ce moment de vérité, a été capable d'un sursaut. Nous avons brisé quelques tabous, nous avons organisé une coopération vitale pour l'Union européenne, dit-il, parce que cette crise risquait d'accroître la divergence entre les États. Ça, c'est un point aussi très important. Et donc, il fallait reconstruire de la solidarité, et on a fait des choses, dit-il, qu'on n'aurait jamais cru possible de la part de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment de mettre au point un fameux package, comme on dit dans le langage bruxellois, de 800 milliards d'euros, qui est directement emprunté par l'Union européenne, qui n'a pas d'endettement, et donc qui ne repose pas sur les États en particulier. Voilà un des exemples de ce sursaut européen. Est-ce que vous partagez l'idée que l'Europe a été, dans ce moment de crise, à la hauteur des enjeux vitaux pour l'Union européenne et pour chacun des pays concernés? Alors, d'une part, je crois qu'il s'est passé quelque chose et que c'est très important. De l'autre côté, je pense qu'on devrait avoir l'honnêteté de faire un bilan un peu plus complet. La première chose qui m'a frappé, ça a été au début de la crise, le fait que les citoyens s'en sont remis à leur État national. Et si vous vous rappelez quand même, ça a été bref, ça a été heureusement rattrapé, mais les frontières, même dans l'Europe, se sont fermées dans le désordre. On a eu un sentiment, tiens, est-ce que l'Europe existe encore, quand on a vu l'Allemagne, la France fermer leurs frontières sans beaucoup de coordination. Donc, ça a été le grand retour des États, en quelque sorte. Voilà, donc il y a eu quand même le fait que, émotionnellement, la communauté d'appartenance de la plupart des Européens reste d'abord leur pays. Et il ne faudra pas l'oublier. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, je crois en effet, et vous avez raison de le dire, c'est finalement l'Europe, c'était Boris Johnson et le Brexit, depuis des mois et des mois et des mois, et on a vu des très belles choses. Donc ça c'était séduisant. Une réaction, le président Michel vient de le dire, beaucoup plus rapide qu'en 2008-2009, sur les paquets financiers, mais aussi des très beaux gestes de solidarité. On a vu des malades franchir des frontières et être recueillis pour des malades français au Luxembourg et en Allemagne. On a vu des masques échangés quand même, peut-être pas assez, mais il y en a eu pas mal. L'Allemagne a fourni des masques à l'Italie. Absolument, donc il s'est passé des choses, donc l'Europe a été présente. Mais je pense que la réflexion qui est-ce qu'on ne doit pas penser que l'Europe doit être un peu plus émotionnelle, affective? Parfois, quand je regarde la construction européenne, vous savez que j'étais au cabinet de Jacques Delors en 1981, donc c'était il y a quasiment 40 ans, mais le grand marché intérieur, ça ne suffit pas. C'est très passionnant. Il manque un socle affectif à l'Union européenne. Voilà, ce que je dirais, c'est, au fond, le programme affectif dont on est le plus fier, c'est Erasmus. Oui.
Et c'est Parce qu'il est pas, concret et qu'il profite à la jeunesse. voilà, alors c'est pas juste un petit film sympathique qui se passe à Barcelone, mais ça c'est un geste. Il manque des socles affectifs qui construisent la maison commune et quelque part ça a Alors, été révélé. c'est un peu dans cette idée-là ce que nous dit Charles Michel ce matin, quand il dit on doit s'intéresser au bien-être des sociétés. En fait, cette crise nous met face au bien-être, et c'est peut-être là où il faut, dit-il même, une révolution copernicienne. Penser autrement, tout Alors, ce qui peut nous rapprocher. très longtemps, l'Union européenne était une communauté économique. Donc, c'est pas un péché originel, mais c'était son origine. C'était une communauté européenne. Ça a été la communauté du charbon et de l'acier, ça a été le grand marché intérieur, c'est l'euro. Tout ça est dans le champ économique et sont des éléments constitutifs et fondamentaux. Mais il manque une dimension. Qu'est-ce que la société européenne? Je crois que Charles Michel a utilisé l'économie sociale de marché, qui est en fait, on est une économie de marché, mais qui a une sécurité sociale, ce qui nous différencie des États-Unis. On l'a bien vu d'ailleurs dans cette crise de la Covid. Et donc, le cœur émotionnel de l'Europe, c'est un rapport différent entre l'économie et la société. Et donc là, il va falloir travailler. Par contre, ce que nous a dit en plus, c'était on doit sortir de s'occuper exclusivement du PIB. Et comment crée-t-on une société? Alors, il faut quand même réfléchir un tout petit peu à ce qui s'est passé. Dépasser la logique du PIB, dit-il, Charles Michel, ce matin. Alors, j'ai parfois envie de m'interroger là-dessus, c'est que de dire, premier point, qu'est-ce que ça nous a révélé? Parce que j'ai un peu horreur de tous les gens qui nous ramènent leur cuisine d'avant en pensant que le Covid lui a donné un peu de fraîcheur. Il faut réfléchir vraiment analytiquement à ce que la Covid nous a révélé. Je prends un exemple parce qu'il est très frappant pour moi, Capgemini, entreprise digitale, la toute-puissance des GAFAM. On sait très bien qu'on a été marqué par le digital, que sans le digital, on aurait été isolé, que c'était une brique essentielle pour notre vivre ensemble. Les communautés sociales, Zoom, les téléconférences. Mais est-ce que l'Europe doit s'en remettre à des puissances américaines pour sa vie digitale, qui est en fait le cœur de la vie ensemble aujourd'hui et demain, même si on a beaucoup à dire. Et ça, dans cette crise, on a vu clairement notre dépendance, pas simplement d'ailleurs à l'égard des GAFA, mais d'une manière générale aussi sur des logiques de production et de chaînes industrielles, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a d'abord effectivement l'hyperpuissance des GAFA qui tiennent cette société numérique. Ce moment de vérité de cette crise du Covid, on a vu naître en fait, il y a eu un accélérateur, une acculturation plus forte du numérique, et on a vu combien le numérique était au cœur de nos existences aujourd'hui, y compris au cœur de notre résilience. Absolument. Et ça, c'est aujourd'hui entre les mains des GAFA et de grandes entreprises américaines. Alors, 2-3 éléments. Le premier point, c'est que il y a dans le champ digital quelques très beaux champions européens, mais plutôt dans la sphère professionnelle. Je prends un exemple, l'allemand SAP, qui est un grand logiciel d'entreprise, Dassault Systèmes, sont vraiment des choses superbes. Dans le domaine de la vie courante des consommateurs, rien n'égale ni Google, ni Facebook, ni Amazon. C'est trop tard pour l'Hermelin ? Non, je crois pas, mais je crois que pour développer des choses qui soient B2C, il faut qu'on accepte un peu plus de disruption, de rupture. Nous, Français, j'ai une phrase qui est un peu ironique, qui est de dire autant de BFM, si je peux m'en remettre à une radio concurrente, l'arrivée du moteur explosion aurait entraîné des blocages des grandes villes par les maréchaux ferrants. C'est-à-dire que, évidemment, l'automobile a provoqué des discontinuités. Il y avait toute une filière du cheval qui a été bouleversée par l'arrivée du moteur explosion. Et donc, on est dans la destruction créatrice de Schumpeter. Absolument. Et donc, si on voulait faire émerger des Facebook européens, il faut accepter un peu plus de discontinuité que nous, Européens, n'y sommes habitués. Il va falloir le faire dans nos mœurs. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup lu pendant ce confinement. Et alors, c'est d'un écrivain italien que j'ai lu quelque chose d'inattendu, c'est Alessandro Baricco, qui a fait le très joli Novecento qu'on a vu au théâtre, au rond-point des Champs-Élysées. Il expliquait qu'il fallait distinguer dans le problème de l'anonymat, ce qui était l'intimité, et que l'intimité, on avait le droit de la partager, de ce qui étaient les libertés publiques. Distinguer demain ce qui était la sphère de la liberté publique qu'il faut défendre
avec les becs et ongles, dirait-on à Avignon, et l'intimité. Si on veut partager son intimité sur Facebook, on y a le droit. Donc il y a beaucoup de choses, de leçons à prendre dans le rapport. Mais je reviens maintenant à l'Union européenne pour dire, ils ont quand même fait fort, si vous voulez, que d'un côté, on était devant la crise de l'euro, on s'en souvenait, la mutualisation des dettes, le problème du procès fait aux pays dits du Club Med, les dépensiers du Sud. Quelque chose s'est passé. Malgré la décision de la Cour de Karlsruhe, le monde politique allemand a décidé non, nous sommes européens, nous continuons. Ça a permis de faire ce courrier entre la chancelière Merkel et le président Macron qui a changé la donne, où l'Allemagne a dit nous sommes prêts à avoir une relance financée par des fonds communautaires et donc imaginez. C'est intéressant ce que vous dites, Paul Hermelin, parce qu'on a une question justement d'un internaute qui nous écoute en ce moment, qui vous écoute et qui nous demande, on sait que l'Allemagne va prendre la présidence, a pris la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Est-ce que le fait que l'Allemagne prenne le lead aujourd'hui à ce niveau-là, est-ce que ça va plutôt encourager la coopération européenne? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que l'Allemagne sera plus un fédérateur que d'autres pays peut-être? Il y a deux choses à toujours l'Allemagne a avoir en bougé tête en sur tout cas dans cette l'Allemagne. crise. L'Allemagne sait que son bien-être dépend du marché intérieur européen et qu'une rupture de ce marché serait mortelle pour son économie. Donc elle y tient. Et c'est ce que nous ont montré l'initiative de la chancelière couplée avec celle du président Macron et son soutien au plan de Mme von der Leyen, ce qui est une chose nouvelle. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, parce que ça explique parfois les réflexes des Allemands, l'Allemagne est un pays vieillissant avec une démographie déclinante et ils ont parfois un comportement d'épargnant un peu rentier et ils ont très peur de la dette comme un pays qui vieillit. Il faut l'avoir en tête. La France est un pays jeune avec une démographie beaucoup plus dynamique. Il faut penser que nos voisins allemands, nos cousins allemands ne pensent pas comme nous. pensent pas comme ça. La démographie structure aussi les états d'esprit. Absolument. Mais je pensais que quand même, il s'est passé ça à Bruxelles. Je m'amuse à penser comment aurait été la réponse de la structure bruxelloise si l'Angleterre avait été dans l'Union européenne. Et quelque part, je pense à mon ami Dominique Strauss-Kahn qui me disait « je suis un Brexiteur », il l'a écrit d'ailleurs, il pensait que la sortie du Royaume-Uni était la condition pour avancer plus vite. Et je pense quand même que ça s'est passé. Reste que, puisque je suis sur le problème des entreprises, le sujet fondamental, ça a été le défi à la globalisation. On s'est rendu compte qu'on dépendait des masques chinois. Bon, des médicaments faits en Chine aussi, mais absolument, comme le Doliprane, 70% de l'ibuprofène vient de Chine. Donc là, on s'est dit, c'est pas possible. On peut relocaliser les choses? Ça, je crois franchement qu'on le peut. Ce sont d'abord, des productions, je vais le dire, assez automatisées. Donc, il n'y aurait pas de surcoût démentiel à fabriquer ça chez nous aujourd'hui. Je ne crois pas du tout. Mais on va avoir une vraie discussion sur qu'est-ce qu'une globalisation. Je ne sais pas si c'est la 2.0 ou la 3.0. Moi, si j'avais été en face de Charles Michel, je lui aurais posé la question suivante. Nous avons, en vertu des traités européens, transféré le pouvoir de négociation du commerce extérieur à l'Union européenne, qui agit en notre nom. Pour le coup, il y a une souveraineté européenne sur ce sujet-là. Voilà. Et or, quand on voit Trump et Xi Jinping se disputer et quelque part avoir mis à bas l'Organisation mondiale du commerce, comment Bruxelles va-t-il parler pour les entreprises dans la globalisation à réinventer? Est-ce que ça va se faire, et je dirais, est-ce que ça va se faire seulement au niveau d'un dialogue entre le Parlement européen, le Conseil européen? Est-ce que les entreprises vont avoir leur mot à dire? Parce que pour nous, la globalisation, la manière dont on peut produire sur une chaîne de valeur ici et là, c'est existentiel, c'est fondamental. Et donc, on a devant nous un chantier qui est la réinvention de la globalisation. Et pour moi, c'est évidemment moins urgent que la relance. C'est quelque chose qui nous prendra pas mal de trimestres. Mais il faut y penser. Et on ne peut pas laisser le sort de l'emploi européen dans les disputes quotidiennes entre le leader chinois et le leader américain. Alors, Paul Hermelin, il nous reste presque un peu moins de 5 minutes. Vous aviez préparé cette discussion et vous aviez un certain nombre de propositions à mettre dans le débat public. Vous dites que cette crise devrait lever un premier tabou, le partage massif et non monétisé, dites-vous, des données médicales anonymisées en Europe.
Deuxième point, l'Europe de la data est à construire. Il nous faut construire aujourd'hui, et là peut-être on a d'ailleurs des entreprises européennes de premier plan qui peuvent construire cette souveraineté en matière de data. Bâtir un cloud européen crédible et de confiance. Ça, on voit bien aussi combien c'est essentiel aujourd'hui pour le fonctionnement des entreprises. Et puis, il y a d'autres mesures que vous préconisiez, mais il y a cette idée aussi qu'on devrait être capable désormais, c'est souvent une idée qu'a poussé la France, de faire des champions européens. Et ça a souvent heurté une conception de la concurrence particulière entretenue à Bruxelles. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, les sujets que vous allez pousser, vous, est-ce que vous pensez qu'il y a une écoute, une possibilité, un momentum, en quelque sorte, pour les rendre concrètes? D'abord, sur le dernier point, je participe à un groupe de réflexion de patrons européens qui s'appelle la Table ronde européenne, où nous avons des discussions avec les autorités de la Commission sur l'idée que dans les phénomènes de consolidation et de renforcement d'entreprise, ce n'est plus un absolu du consommateur, mais qu'il faut avoir une offre européenne. Je crois que les esprits ont bougé. On se rappelle que la fusion Alstom-Siemens avait été bloquée dans le domaine du ferroviaire, il n'y a pas très longtemps. Je pense que là-dessus, ça bouge. Les esprits sont en train de changer, et je sens à Bruxelles quelque chose qui est, on a besoin de grandes puissance européenne. Sur le sujet de la data, c'est beaucoup plus compliqué parce que on a eu une belle percée européenne avec ce qu'on a appelé le Règlement général de protection des données, le fameux RGPD. Mais chaque pays a sa philosophie. En France, il est incarné par la Commission nationale informatique et liberté. Et du coup, on s'est remis un peu à fragmenter derrière parce que chaque pays a son équivalent de la CNIL. Et ces petits îlots de données nationaux pèsent très peu face à Amazon et à Microsoft. Et donc, je pense qu'il faut d'urgence trouver les moyens de construire un espace de données européen. Il ne sera pas structuré, il ne sera pas aussi libéral que l'espace de données américain. Mais on a besoin d'une politique de données européenne en trouvant des éléments de fusion et de fédération entre les pays européens correspondant à notre histoire et à nos libertés. C'est indispensable. Dans le domaine de la santé, tout le monde critique le fait que le Health Data Hub sera opéré sur une base Microsoft. Mais si vous voulez, aujourd'hui, les premières données mondiales... C'est l'endroit où sont concentrées toutes les données, hein, oui, mais c'est un problème de serveur. La question, c'est de savoir, il n'y avait pas d'offre européenne équivalente. Mais donc, la question n'est pas juste comment savoir s'ils seront sur des serveurs américains. La question, c'est de savoir si on aura une politique de la donnée. Et la donnée va révolutionner le monde de la santé. Et donc, ne laissons pas le monopole à la Chine et aux États-Unis. Il y avait un livre assez retentissant qui s'appelait Le futur de l'intelligence artificielle, où les Chinois disaient, vu qu'on est les plus nombreux, la donnée c'est le nouveau pétrole et nous serons l'Arabie Saoudite du XXIe siècle. Absolument. La donnée, le carburant du XXIe siècle. De Kai-Fu Lee. Bon, on ne peut pas laisser ça, on doit se battre. L'intelligence artificielle, avec toutes les réserves qu'appellent de ma part les deux mots accolés abusivement à intelligence artificielle, mais on pourrait y revenir, c'est tout un débat. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et on doit, dans le domaine de la donnée, avoir une politique européenne. Il nous faut un cloud européen. Il faut qu'on travaille le numérique européen, parce que le numérique va être le sang de l'économie de demain, et on ne peut pas vivre avec du sang transfusé des États-Unis ou de Californie. Voilà une conclusion tout à fait forte. Juste un dernier point, j'espère d'ailleurs que Charles Michel vous aura entendu, c'est des sujets qui vont être sur la table, en tout cas que vous allez pousser. On pourrait signaler d'ailleurs que dans le domaine de la santé, il n'y a pas de politique européenne communautaire. Hein. Ça, c'est un des points aveugles. Ça fait partie du socle affectif. C'est voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait, dans ce continent qui est à la fois une société de marché, mais avec une sécurité sociale qui est presque partout, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme initiative dans le domaine des soins, de la santé et du partage de la connaissance, de la solidarité avec les malades ? C'est un nouveau chantier que l'Europe pourrait entreprendre et construire. Paul Hermelin, il me reste à vous remercier d'avoir échangé avec nous, et merci aussi à Charles Michel qui était donc présent en visioconférence et à la suite d'Aix en Seine.